Tout Alors, merci à tous d'être venus ce soir pour notre workshop numéro 23, contrôle et vérification d'identité. Nous avons l'honneur de recevoir Michael Benilouche, son directeur et fondateur de Sud Barreau, maître de conférence en droit privé en sciences criminelles, spécialiste en droit pénal, procédure pénale. Oui. Donc pour notre thématique contrôle et vérification d'identité qui correspond parfaitement au contexte actuel. Oui, tout à fait. Voilà. Je vais vous faire passer une liste où vous mettez vos noms, prénoms, votre date d'adhésion si vous êtes adhérent. Si vous ne l'êtes pas, venez me voir à la fin, vous pouvez signer la charte pour adhérer. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, le thème sur lequel j'interviens aujourd'hui, c'est les contrôles et vérifications d'identité dans le cadre de ce workshop. C'est le deuxième workshop que j'anime. Lors du premier workshop, j'avais expliqué de quelle façon on pouvait harceler sexuellement, j'allais dire en fait plus simplement ici quels étaient les contours de la répression en la matière, de voir un petit peu les insuffisances qui existaient. Depuis lors, bien évidemment, il y a eu c'est pas lié du tout, mais il y a eu un projet de loi qui a été discuté, en tout cas proposé en Conseil des ministres, qui contient justement ce qu'on pouvait craindre de pire en la matière, c'est-à-dire quelque chose qui sera improuvable à terme et délicat à déterminer. Aujourd'hui, la thématique sur laquelle on va travailler, c'est une thématique qui touche vraiment de nombreuses parties de tout type de matière. C'est-à-dire que là, on est aux confins de la procédure pénale, on est aussi en droit des étrangers, on est en droit international, on est en droit européen, et bien sûr, on est en droit de l'homme, bien évidemment. Et c'est justement cette thématique-là qui va être une thématique qui va être difficile à aborder, parce que, comme angle d'attaque, il y a plusieurs façons d'attaquer justement un thème comme celui-ci. Et ce thème, à l'attaquer, je vais essayer de l'aborder pas à pas pour être le plus clair possible. La question de la preuve étant une question absolument improbable sur ces questions-là, parce qu'il y a un certain nombre d'aspects que je vais affirmer en procédure pénale qui vont vous déranger, parce qu'en procédure pénale, justement, le contrôle au faciès est possible. On va voir de quelle façon, en pratique. Interdit en théorie, mais en pratique, c'est tout à fait possible. Et par contre, devant les juridictions civiles, il est possible d'engager la responsabilité tout de même de l'État face à des contrôles qui seraient des contrôles ici discriminatoires. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder les choses? D'abord, en essayant de développer tout d'abord ce que peut être le droit positif, ce qu'est le droit positif. Dans le cadre de ce workshop, je vous invite d'ailleurs à le consulter régulièrement. Quand je vous l'ai envoyé, j'ai eu un petit peu honte, je dois vous l'avouer. C'est un document que je vous ai envoyé avant-hier, un document de 100 pages, ici, qui est sur la thématique. Alors, 100 pages, ça rend compte de la complexité de la question. Non, il ne faut pas avoir peur là-dessus. D'abord, il y a un avis qui fait à peu près la moitié du Comité national consultatif des droits de l'homme. C'est très intéressant cet avis, à quel point on sent, même du côté du Conseil national consultatif des droits de l'homme, on sent à quel point il est difficile de trouver une ligne cohérente pour une réglementation quelconque. Bon. Ensuite, bien évidemment, il y a les décisions phares qui ont été rendues en la matière. Ces décisions phares, ça a été quoi? Ça a été les deux décisions du Conseil constitutionnel sur lesquelles on viendra, 24 janvier 2017 et 5 août 93, des arrêts illustratifs et ce petit bijou, c'est un bijou, que constitue l'arrêt de la première chambre civile du 9 novembre 2016, qui permet d'engager la responsabilité de l'État en cas de contrôle discriminatoire. Et là, immédiatement, les étudiants que vous êtes, que je connais ou que je connais moins, eh bien se disent, c'est donc qu'il n'y a pas de contrôle discriminatoire, puisque tout contrôle discriminatoire entraînera par la suite la responsabilité de l'État. Non, c'est une question de preuve. Les juridictions, c'est important. Première chambre civile qui statue, ça a une signification. C'est pas la chambre criminelle qui statue, justement. On va y revenir par rapport à ces différents points. En fait, le droit positif permet aujourd'hui un grand nombre de contrôles. Ces contrôles sont plus ou moins tous regroupés au sein de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. C'est un article, les étudiants l'aiment bien cet article-là, qui s'est bâti par stratification, c'est-à-dire 93, on a eu une réforme qui est une réforme assez importante en la matière, puis une nouvelle réforme, et en dernier lieu, cette loi a été modifiée, alors c'est délicat, parce que a été modifiée par la loi du 31 octobre 2017,
Et au travers de la décision du Conseil constitutionnel d'hier, alors je vais la dater, on est quoi, on est 30, donc c'est le 29, du 29 mars 2017, sachez que cette loi, qu'il faut quand même, dont il faut parler, cette loi, retoquée, et surtout a fait l'objet de réserves d'interprétation. Cette loi, c'est quoi? C'est la loi du 30 octobre 2017, c'est la loi qui a transposé en droit positif, qui a pérennisé certaines dispositions d'état d'urgence. Alors, je sais que normalement, en tout cas, c'est de cette façon-là dont j'ai entendu parler de cette loi par les théoriciens. Il faudrait justement s'en enorgueillir en disant « Regardez, c'est magnifique, on n'est plus en état d'urgence, on en est sorti ». À mon sens, quand on traite de droit pénal et de liberté, droits fondamentaux, dire qu'on a consacré en droit positif des dispositions transitoires qui sont normalement destinées à faire en sorte de pallier justement une carence de l'état de droit, pour ma part, ça me paraît pour le moins dangereux pour l'état de droit. Et c'est cette réforme-là qui a été adoptée. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette réforme par rapport au contrôle et vérification d'identité? On a eu des modifications. On a toujours 78-2 alinéa 1er. C'est le contrôle d'identité, on va dire classique, qui est en lien avec une infraction. Il faudra démontrer l'existence de ce lien avec une infraction. Il faut montrer que la personne va commettre ou a commis l'infraction. Il faut des raisons plausibles pour ce faire. Ou encore qu'elle est recherchée par l'autorité de justice. Et là, et ça c'est dans le rapport de la Commission nationale consultative, on vous dit, il serait peut-être bon, regardez comme c'est mignon, il serait peut-être bon de recenser de façon globale, eh bien, toute la jurisprudence qui nous indique s'il s'agit ou non d'une raison plausible permettant de contrôler l'identité. Quel vœu pieux sympathique? Est-ce qu'on peut le faire? A priori, oui, rien ne l'empêche. Il suffirait de recenser l'ensemble des décisions de la Cour de cassation. Ah oui, non, le contrôle de la Cour de cassation est assez évasif. Tant pis. L'ensemble des décisions des juridictions. Oui, mais c'est vrai que les tribunaux, il y a des décisions contradictoires. Bon, je reprends ma phrase. L'ensemble des décisions des cours d'appel pour parvenir à dresser un canevas, de dire, voilà, là, il y a une ou plusieurs raisons plausibles qui permettent de présumer la participation à une infraction. Donc, du coup, un contrôle judiciaire d'identité est possible. Et on prend cours d'appel par cours d'appel. Ce travail de recensement, pour le compte d'un ouvrage, à un moment donné, chaque universitaire ici le fait, et puis même dans le cadre de la rédaction de la confection de fascicules de Sud Barreau, je voulais faire des tableaux, un raisonnement par tableau. C'est quelque chose qui est vraiment très efficace pour les étudiants. Et donc j'ai essayé de recenser comme ça décisions de cours d'appel. Elles sont évolutives, elles sont changeantes, et l'absence de contrôle de la Cour de cassation conduit à des incohérences. Je peux vous sonder là-dessus. Mademoiselle, à votre avis, je vois passer la police, et à la vue de la police, je me mets à courir, mais sans changer de direction. Je croise la police, et pour que le croisement dure le moins longtemps possible, je me mets à courir. Est-ce qu'on peut contrôler mon identité en disant que, justement, c'est en lien avec une infraction? Votre avis? Ça dépend, je suis sur quelle zone déjà? Ah non, sur un contrôle judiciaire d'identité, c'est-à-dire en lien avec une infraction ici. Mais votre réponse est la bonne, en plus, c'est ça qui est terrible. En tout cas, si la police a des raisons de croire qu'elle aurait raison de me contrôler parce que je cherche à l'esquiver, elle va réussir à pouvoir justifier ça comme ça, mais en même temps, moi je pourrais aussi m'en défendre après, mais du coup c'est vrai que... C'est un peu délicat, c'est-à-dire que courir dans la même direction, on trouve une décision, un arrêt, qui vient qui nous dit non, pas de lien avec une infraction, parce que j'ai pas changé de direction, donc j'ai rien à cacher. Autre hypothèse, Raphaël que vous voyez ici, Raphaël a de très beaux sacs, il a une collection de sacs à main, etc. Voilà, personne ne juge là-dessus, mais bon, très bien. Quand il croise la police, il change son sac à main de côté, de façon à le dissimuler à la police. Alors là, on va trouver une décision qui va nous dire, oui, alors, c'est peut-être en lien avec une infraction. Puis dans une autre décision, on va vous dire exactement l'inverse, c'est simplement, peut-être lié à une douleur sur l'épaule. Donc on a des décisions incohérentes. Changer de direction à la vue de la police? Non, pas de contrôle possible. Changer de direction et trottiner dans la direction contraire en changeant de trottoir? Oui. Sans changer de trottoir? Bof, des décisions contradictoires. On a très peu d'éléments en la matière. C'est-à-dire que concrètement, et on voit ce malaise, on le voit aussi apparaître au niveau aussi
des éditeurs juridiques, que ce soit le code rouge ou le code bleu, selon votre préférence. Enfin, le code bleu, je sais que certains préfèrent avec la couverture zèbre et ainsi de suite, voilà. Mais on ne trouve pas de jurisprudence très pertinente. Donc 78-2 alinéa 1er, bon, il faudra quand même démontrer une raison plausible. 78-2 alinéa 2, là on n'aime pas trop ces contrôles-là, en tout cas dans le rapport que je vous ai remis, il y a au moins 7 résolutions sur la question, 22 pages là-dessus. C'est les opérations dites opérations coup de poing. Sur réquisition du procureur, on va contrôler l'identité de toute personne en un certain temps et en un certain lieu. Bon. La jurisprudence nous enseigne que si, parce que le procureur dans ses réquisitions doit vraiment faire des réquisitions spéciales, doit viser des infractions déterminées. Si cela révèle d'autres infractions, ce n'est pas une cause de nullité du contrôle. On peut réfléchir ici, ça va quand même signifier que un procureur peut parfaitement dire, voilà, au niveau du Panthéon, quartier s'il en est particulièrement chaud de la capitale, au niveau du Panthéon, je vais contrôler l'identité de toute personne entre 22h et 23h, puis entre n'importe quoi comme infraction finalement. C'est-à-dire concrètement, le contrôle juridictionnel, il est nul de ce point de vue-là. Il s'agit ici, véritablement, parfois, de faire du chiffre en matière de délinquance. On sait des lieux où il y a des trafics divers et variés. Eh bien, il suffira de cibler ces lieux pour faire du chiffre en matière de délinquance. Je ne sais pas, pour le citer comme ça. On sait qu'il y a du trafic de stupéfiants, des drogues dures, au niveau du métro Stalingrad, par exemple. On visera ça. Et si à cette occasion on découvre n'importe quoi d'autre comme infraction, eh bien, c'est bon, l'enquête pourrait prospérer. Deuxième fondement ici. Alors ce deuxième fondement, néanmoins, on a un contrôle d'un magistrat, procureur de la République. Mais ça pose quand même question. Là où ça pose question, c'est quoi? C'est que ce magistrat, le procureur de la République, il n'est en aucun cas indépendant. Est-ce qu'on pourrait y envisager? La réponse est oui, tout de suite. D'avoir une directive générale à un moment donné d'un garde des Sceaux? La réponse est oui, toujours. Qui consiste à dire il n'y a pas suffisamment de chiffres de délinquance, on va faire maintenant des opérations coup de poing, tous azimuts. Bon, c'est possible. Pas de contrôle, encadrement textuel insuffisant, ni véritablement. C'est pas grave, il y a un autre type de contrôle, 78-2 alinéa 3. Là, autrefois on appelait ça les contrôles administratifs. Autrefois, on avait une belle décision de la Cour de cassation, sa chambre criminelle. Chambre criminelle 10 novembre 1992. J'aime à raconter cet épisode-là aux étudiants. On m'avait enseigné la procédure pénale à partir de cette décision qui indiquait que pour faire un contrôle administratif, il fallait que le comportement de la personne contrôlée le justifie. Bel arrêt. Arrêt brisé par la loi. Loi du 24 août 1993 indique quel que soit le comportement de la personne. Et c'est là, on va être content. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Conseil constitutionnel 5 août 1993, c'est dans la fiche justement que je vous ai transmise. Conseil constitutionnel est gêné, oui, le législateur peut casser une jurisprudence de la Cour de cassation, ça ne pose pas de difficulté, mais néanmoins il faut justifier le contrôle en raison de l'existence de circonstances particulières. Puis s'ensuit tout un laïus magnifique, sublime. C'est qui la personne qui m'a dit qu'il faisait du droit européen? Vous qui aimez bien le droit, vous allez vous régaler. Un raisonnement au-delà de ce que peut faire la Cour européenne des droits de l'homme, qui indique plusieurs aspects. D'abord, pas de contrôle discriminatoire, pas de contrôle au faciès, et il appartient aux juridictions de contrôler étroitement les procès-verbaux dans leur rédaction. Sublime décision. Tellement belle cette décision qu'elle a été rappelée à l'occasion d'une QPC formée contre ce même article des années plus tard, Conseil constitutionnel 24 janvier 2017. Vous savez, quand il y a un rappel de cette façon-là, on peut avoir deux visions d'un rappel de jurisprudence par le Conseil constitutionnel. Première façon de voir les choses, c'est un petit peu quand une chanson est reprise, vous voyez. C'est un hommage, souvent, mais c'est souvent lié au fait que la personne est décédée, un hommage. Là, c'est un vœu pieux exprimé par le Conseil constitutionnel, selon lequel il ne faut pas qu'il y ait de contrôle discriminatoire et que les juridictions doivent contrôler étroitement les raisons d'un procès verbal.
On va y revenir, hein, j'ai quelques extraits de procès-verbaux à évoquer avec vous. Oui ? Une question en live. D'accord. Donc on a une personne qui s'appelle Mahamat Suleiman Sharfadine qui demande est-ce qu'on peut justifier l'identité par une carte étudiant? Est-ce qu'il y a une jurisprudence? Alors, on peut justifier l'identité, même pas une jurisprudence. Suleiman, c'est ça le prénom? Oui, Mahamat Suleiman. Eh bien, on a une jurisprudence, mais on a surtout la loi 78-3 du Code de procédure pénale. L'identité se justifie par tout moyen, toutefois. Attention, vous pouvez tester par rapport à un certain nombre de cartes, de fidélité. Il faut quand même quelque chose qui atteste la véracité. Carte d'étudiant, oui. Par contre, une carte de fidélité chez Quick, normalement, non. Une carte avec une photo qui n'est pas très ressemblant, non. Une carte trop ancienne, non plus. Donc oui, une carte d'étudiant suffira parfaitement. Alors, 78-2 alinéa 3, comme ça, on va devoir quand même justifier qu'il y ait, quel que soit le comportement, mais qu'il y ait quand même des circonstances particulières. Alors, j'ai un procès verbal qui m'a été transmis il y a quelques jours. J'ai lancé un appel un petit peu sur les réseaux sociaux. Et de cet appel sur les réseaux sociaux, en est résulté un retour assez sympathique d'un EPJ qui m'a transmis plusieurs procès-verbaux. Parmi les procès-verbaux qui ont été transmis, un qui m'avait déjà été transmis il y a quelques années. Voici un contrôle d'identité qui a lieu au mois de janvier 2017. Au mois de janvier 2017, très bien. Et à cette occasion, janvier 2017, eh bien, le procès-verbal établit un contrôle d'identité 78-2 alinéa 3, indiquant que l'individu, virgule, arborait une barbe, virgule, signe de radicalisation islamique, virgule, ainsi qu'un sac à dos dans le métro. Et la grande question, c'est peut-on justifier l'identité? La réponse est peut-on justifier d'un contrôle? La réponse est oui. Quelles sont, à votre avis, les circonstances particulières? Car les circonstances particulières doivent être extérieures à la personne. Déjà, il y a une interprétation des faits qui doit quelque peu choquer ici. Car dans cette salle, je regarde les hommes et je me mets dedans. On a tous un petit peu des petites barbes. Est-ce que, monsieur, vous êtes... est-ce que c'est un signe de radicalisation islamique chez vous? Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Toi, on le sait, c'est un effet de mode, c'est pour draguer. Pas mieux. Monsieur, vous? Ouais, moi, c'est la flemme en me levant ce matin. Bon, on a que ce n'est pas le cas. En réalité, la circonstance extérieure, c'est quoi? On est en janvier 2017. Métro, sac à dos, plus barbe. C'est quoi l'idée? On est en état d'urgence. J'ai ma circonstance extérieure. Qu'est-ce qu'elle est facile à établir, cette circonstance extérieure? On est en état d'urgence, un contrôle d'identité qui manifestement, je dirais quelque chose un petit peu plus concret, 78-2 alinéa 4, qui a été modifié à l'occasion de cette loi du 30 octobre 2017. Alors, dans le cadre d'un workshop, j'avais demandé lors du premier, j'ai une liberté de ton totale et absolue, c'est bien, parce que ça me va bien, ces aspects-là. Donc là, on va s'amuser quand même à foudroyer le Conseil d'État de ce point de vue-là. Ça a été modifié. Ça a été modifié plusieurs fois. On va faire un tout petit historique assez sympathique, parce que justement, c'est des professeurs dans ces murs qui ont mis en exergue cet aspect-là. 78-2 alinéa 4, ce sont ce qu'on appelle les contrôles Schengen. Contrôle Schengen, à l'occasion des accords Schengen, il a été prévu la possibilité de contrôler l'identité des personnes dans une surface de 10 km à compter des frontières, ainsi que dans les lieux ouverts au trafic international de personnes. Ça n'a pas posé de difficultés particulières, si ce n'est qu'à un moment donné, à l'occasion de l'avènement de la QPC, eh bien, une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne a été posée. Cour de justice de l'Union européenne du 22 juin 2010. Au départ, je voulais la mettre dans le fascicule, mais là, il n'aurait pas fait 100 pages, il aurait fait 243 pages, la décision. Et là, la Cour de justice de l'Union européenne, elle s'est énervée. Et quand elle s'énerve, ça se voit déjà, elle fait des arrêts de 200 pages, ce qui fait déjà mal aux yeux, et en plus de ça, quand elle s'énerve, elle va dire non seulement que c'est contraire à telle ou telle disposition des traités, mais au-delà de ça, elle indique que les contrôles Schengen sont contraires aux objectifs même des traités. Aux objectifs des traités, qui supposent d'instaurer en Europe un espace de liberté de circulation.
Très bien. Et donc, ces contrôles sont des contrôles qui, ici, ne sauraient être des contrôles systématiques. À minima, le législateur a réagi. Loi du 14 mars 2011. On a précisé que ces contrôles Schengen ne pouvaient pas être des contrôles systématiques et ne pouvaient pas avoir lieu pendant plus de 6 heures au même endroit. Bon, très bien. Et on a une jurisprudence, je vous ai mis quelques arrêts. Dans le lot des arrêts que je vous ai indiqués, il y en a un qui me plaisait bien. Voici un individu, enfin un OPJ, qui fait un contrôle Schengen sur un quai de gare, tout va bien, gare ouverte au trafic international. Il est sur le quai 14 et contrôle l'identité de toutes les personnes qui viennent sur ce quai 14. Il s'avère que sur ce quai, c'est là où arrivent les personnes qui viennent des Pays-Bas, il me semble. Alors, il contrôle tout le monde, sauf quand il y a des familles, il choisit un des enfants et il ne le contrôle pas. Quand il y a une famille, pas contrôler un enfant, ça sert absolument à rien, mais comme ça, le contrôle n'est pas systématique. Il procède au contrôle entre 8h et 13h55. Ouf, 5h55, c'est bon, on est là. Et à 13h55, il fait un nouveau procès verbal disant qu'il vient de s'installer sur le quai numéro 13, en ayant fait 2 pas de côté, 13-14, et il recommence un contrôle de 5h55. La loi a-t-elle été respectée? Oui. C'était pas au même endroit, et c'est pas systématique. Et lors de ce deuxième contrôle, il décide de ne pas contrôler certaines personnes âgées. Voilà. Ce texte-là a déjà été hautement permissif. Il suffit de se déplacer d'1 kilomètre pour que ça fonctionne, d'un quai, et donc de faire un pas de côté pour que ça fonctionne. Bon, très bien, c'est bien, on y arrive. Loi du 30 octobre 2017, avant la loi soit adoptée, on pose la question au Conseil d'État, peut-on étendre ces contrôles Schengen? Moi j'étais sûr que le Conseil d'État allait dire, non mais attendez, c'est bon, hein, ça va, ça suffit. Parce que c'est pas la tendance. La tendance, normalement, ce devrait être d'essayer de réduire ces possibilités de contrôle et surtout leur donner un caractère plus objectif. Non, non. Le Conseil d'État dit il n'y a aucune difficulté par rapport au droit de l'Union européenne, aucune, pas de souci. Donc désormais, c'est pas 6 heures, c'est 12 heures au même endroit. Et c'est pas 10 km, c'est 20 km. Et on a étendu les lieux qui sont déterminés par arrêté. On peut procéder à un contrôle. Voilà. Alors 78-2 alinéa 5, on ne va pas le détailler, c'est les contrôles dans les collectivités d'outre-mer qui visent certains lieux spécifiques à l'immigration. Si ce n'est, on va un petit peu discuter de la légistique, la façon dont on a adopté ces dispositions. C'est très mignon. Au départ, on a dit, voilà, on va lutter contre l'immigration clandestine dans certains lieux, île de Mayotte, Guadeloupe, Martinique, etc. Donc on va cibler des endroits, et dans ces endroits, on peut contrôler l'identité de toute personne, sans justification, comme ça dans la loi. Mais, pour éviter qu'il y ait une censure, qu'a fait le législateur, dans un premier temps, il a dit, mais je limite ces contrôles pour une durée de 5 ans. Et 5 ans plus tard, discrètement, au travers d'une loi, on a pérennisé cette disposition. Voilà, on a fait le tour de 78-2, de tout ce qu'il peut prévoir et ainsi de suite. On ne va pas pour l'instant aborder le régime juridique, mais on est obligé de mentionner un autre article. On n'a pas non plus traité des relevés d'identité qui peuvent avoir lieu. Cet autre article, c'est L611-1 du CESEDA, Code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors, le Code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle une exigence absolument normale, logique. Tout étranger doit justifier de la régularité de son séjour en France. Non, c'est normal. C'est quelque chose qui est conforme à une idée d'un état de droit. Mais là où une question se pose, c'est comment reconnaît-on un étranger ? Là, c'est jurisprudentiel. Le Conseil constitutionnel régulièrement s'est penché sur la question, en délivrant des avertissements qui sont au-delà des avertissements de circonstance.
Comment est-ce qu'on reconnaît un étranger? Pas à son type. On voit justement dans 2 arrêts de la première civile du 9 novembre 2016, justement, qu'on justifiait, du moins en partie, un contrôle d'identité ou un contrôle plutôt du titre de séjour fondé sur un type nord-africain. Non, ça c'est un contrôle au faciès, c'est impossible. La langue que parle la personne, non. Le Conseil constitutionnel exige, et aujourd'hui c'est rappelé dans la loi, qu'il faut que l'indice d'extranéité soit extérieur à la personne. Exemple type, la personne circule à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger. Oui. La personne sort d'un foyer pour travailleurs immigrés. Oui. Et quelques jurisprudences permissives. La personne est déjà défavorablement connue comme étant une personne étrangère en situation irrégulière. Oula, qu'est-ce que c'est que cet arrêt tout pourri? Cet arrêt, il est dérangeant parce qu'il pourrait justifier la situation suivante. On fait un contrôle illégal d'extranéité, dont on tire aucune conséquence. Moi j'arrive, je suis au PJ, je regarde, et je trouve que vous avez un type tout à fait finlandais. Alors je viens vous voir, je vous dis j'aimerais vérifier la régularité de votre séjour en France, vous avez l'obligation de la justifier. Vous me montrez vos papiers, me dites mais pourquoi vous m'avez contrôlé moi? Je dis non, mais comme ça, c'est un contrôle au faciès. Je ne vais donc déduire de ce contrôle illégal aucune conséquence. Je n'engage aucune poursuite. Je ne vous arrête pas. Et donc là, je vous ai contrôlé au niveau de la place 179. Très bien, je vous laisse partir et j'informe mon collègue. Jade, tu la contrôles s'il te plaît. 2 rangs plus loin, vous allez pouvoir être contrôlé. Et je dis voilà. Je donne votre signalement et je dis je la connais, c'est une étrangère en situation irrégulière. Votre contrôle sera quant à lui régulier parce qu'il se base sur quoi? Sur un renseignement donné par un autre OPJ, selon lequel vous êtes une personne étrangère en situation irrégulière. Voilà un petit peu, on va dire, le panel des différentes possibilités de contrôler l'identité. C'est un panel qui est un panel extrêmement large. Alors, derrière ça, eh bien, pourquoi est-ce que je vous ai mis autant de documents et surtout, qu'est-ce que ça va signifier? Dans chaque contrôle d'identité, la seule difficulté finalement qui existe juridiquement, c'est de trouver le bon fondement juridique pour justifier ce contrôle. Parce qu'il sera quasiment toujours, sauf vraiment ne pas savoir motiver un procès verbal, il sera toujours légal. Extrêmement difficile de ne pas justifier un contrôle d'identité par une circonstance ou une autre. Alors j'ai face à moi plusieurs personnes, disons que je contrôle tous et toutes votre identité. Je vais essayer chacun de trouver quelques circonstances. Alors on est au niveau du Panthéon, a priori on n'est pas dans un lieu ouvert au trafic, au transport international. Donc contrôle Schengen, je ne peux pas l'appliquer. Autre élément, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc contrôle Schengen, ça ne va pas. J'ai pas de réquisition du proc, je ne peux pas vous contrôler non plus sur ce fondement-là. Alors j'ai d'abord cherché si quelqu'un a une attitude qui me semble indiquer qu'elle pourrait avoir commis une infraction. À part vous, Mathieu, je ne vois pas trop. Vous, parce que vous avez un casque de moto. Il y a des manifestations. Le fait d'être casqué, si là, par exemple, il avait son casque en amphi, ce serait constitutif d'une infraction pénale. Peut-être qu'il a l'intention de mettre son casque. Donc, vous, ça justifierait un contrôle d'identité. Après, je vais essayer de trouver des circonstances particulières ou un indice extérieur d'extranéité. Indice extérieur d'extranéité, j'en vois pas particulièrement. Personne n'arbore ici quelque chose. Si Athénaïs, dans le fond, je vois des stickers sur votre ordinateur en anglais. J'ai pas dit qu'elle parlait anglais, je dis qu'ici, elle a des stickers en anglais. Elle doit être américaine, très certainement. Allez, L611.1, du Code de l'entrée et séjour des étrangers, j'ai mon indice d'extranéité. Quant aux autres, vous allez dire, on est tous et toutes à l'abri. Non, je vais vous trouver quelques éléments ici qui vont nous permettre d'avoir des éléments particuliers. Vous avez plusieurs bracelets, monsieur, dont 2 à la même main.
Ça va être des circonstances particulières. Les chaussures, vous avez votre sac à dos entre les jambes. Ouais, ça suffit ici pour déterminer ça. Vous semblez être très précautionné par rapport à ce sac à dos. À le garder près de vos jambes. Voilà, 78-2 alinéa 3, contrôle administratif sans difficulté. Et puis pour les autres, ça va être très simple. Je vais vous coller pendant un moment et puis je vais bien réussir à trouver quelqu'un qui fait quelque chose qui sort un tout petit peu de la norme. Je vois une peau de banane qui traîne juste derrière vous, Jade. Entre ça et votre téléphone portable, je pense qu'on a l'eau. Ici, on va pouvoir contrôler votre identité. J'ai très froid dans cette salle, vous êtes en t-shirt. Ça me paraît très suspect cette affaire. Jusqu'où on peut aller comme ça? Voilà. Vous avez comme ça des éléments qui peuvent parfaitement permettre de contrôler une identité. Bon. L'avis de la Commission nationale consultative met en exergue quelque chose d'assez particulier et d'insidieux. Le problème des contrôles et vérifications d'identité, c'est une thématique sur laquelle j'aime bien travailler, c'est que souvent, ça ne débouche pas sur une procédure. Je m'explique. Je fais un contrôle vérification d'identité sur justement Mathieu. Bien évidemment, dans les poches de Mathieu, je vais découvrir quoi? Je vais découvrir le doigt sectionné d'une personne âgée avec une bague autour. Bon, très bien. Ce qui va me permettre d'enclencher une procédure de flagrance. Il a sectionné le doigt de quelqu'un. Violence et entraîner une mutilation permanente. C'est un vol avec violence, assez qualifié. On est même dans une dynamique assez criminelle, bien marquée. Là, une procédure est initiée. Là, on peut dire qu'il y a une véritable utilité. Dans un grand nombre d'hypothèses, ce n'est pas le cas. Et là, je vais vous poser une question. Combien y a-t-il eu de contrôles, vérification d'identité au cours de l'année précédente, à votre avis? Est-ce qu'il y a des statistiques de ce point de vue-là? Oui. L'obligation, enfin, je ne connais pas le chiffre, mais je sais qu'il doit y en avoir globalement, mais il n'y a pas d'obligation de la part des personnes qui effectuent le contrôle de remettre par exemple un récépissé ou en tout cas une preuve. Il n'y a pas de statistiques en la matière. Aucune statistique en la matière n'est faite, qui soit effectuée, pour qu'on puisse savoir quel est le chiffre global. Quand on a justifié la réforme de la garde à vue, pour prendre un comparatif, on l'a justifié entre autres choses parce qu'il y avait un changement de circonstances de fait. Le nombre de gardes à vue était passé d'à peu près 240 000 à 900 000 en quelques années. Le nombre de contrôles d'identité est assez élevé. Et là, je vais vous demander quelque chose de très délicat. Au cours de l'année écoulée, calendaire, combien de fois avez-vous vu votre identité contrôlée? Zéro. C'est bizarre, hein? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la plupart d'entre vous, ici, vous êtes étudiants au Panthéon. Parce que les contrôles d'identité sur des étudiants, il n'y en a pas énormément. Enfin, sauf si vous êtes très manifestant. Si, ça, quand on est dans une manifestation, on se fait contrôler son identité. Moi, je pourrais revenir en arrière sur même 10 ans. Ça fait 10 ans, je crois, à peu près, qu'on ne m'a pas fait un contrôle d'identité. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que concrètement, les contrôles d'identité, il y en a de très nombreux. On atteste la jurisprudence, on atteste les différents rapports relatifs aux droits de l'homme. Mais dans cette enceinte, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. J'enseigne également, par ailleurs, dans d'autres lieux. À l'Université catholique de Lille, à chaque fois que je fais ce même cours, j'ai ce même chiffre, 0. Bon. À l'Université d'Amiens, ça monte un petit peu. Et si j'enseignais à Villetaneuse, je suis persuadé qu'il y aurait un grand nombre d'étudiants concernés. Pourquoi? Ces contrôles d'identité, en eux-mêmes, dans la façon dont ils sont pratiqués, sont discriminatoires. Et la discrimination dont il s'agit, elle peut être délicate à établir parce que souvent, en tout cas c'est mon sentiment, au regard des différents rapports rendus, etc., c'est tout type de discrimination, dont des discriminations sociales. Des discriminations sociales. J'ai l'impression qu'on va davantage contrôler un gars avec un jogging pourri dans un RER qu'un autre au volant d'une Ferrari. Mais c'est une opinion qui est personnelle. Pourquoi? Parce que on peut avoir ce type de constat. Il n'y a pas d'égalité justement devant ces contrôles d'identité. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Il y a eu quand même à un moment donné une idée selon laquelle on allait réformer. Bon, en 93 déjà, on s'est posé beaucoup de questions. Le Conseil constitutionnel a rendu des décisions phares, comme celle que j'ai citée du 5 août 93. Je dis que c'est une belle décision.
en matière de droits fondamentaux. À partir de là, on s'est dit, il n'y a pas véritablement de contrôle au faciès. Bon. Et puis, il y a eu des revendications disant, non, ça continue les contrôles au faciès, c'est systématique. Et est arrivé 2012. Un des engagements du président nouvellement élu était justement de mettre fin au contrôle au faciès. D'ailleurs, l'une des dernières lois de ce quinquennat, celui de François Hollande, est une loi qui vise à lutter contre les discriminations. Il y a un lien à tout ça. 2012, justement, on essaie de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y avait la politique du récépissé qui a été d'abord caricaturée, et donc comme elle avait été caricaturée, elle n'a jamais pu être adoptée. La politique du récépissé, c'est quoi ? Toute personne dont l'identité est contrôlée se voit remettre un justificatif où on lui indique les raisons du contrôle. Car le contrôle est humiliant. Dans la société actuelle, essayez de vous focaliser sur ce type d'hypothèse. Par exemple, je sais que l'une d'entre vous, demain après-midi, va assister à une audience et que suite à ça, elle doit aller prendre un verre avec un avocat. Donc, voilà, Athénaïs, tu te retrouves dans une dynamique où, après l'audience en question, Pierre se fait contrôler son identité. Ça va te décevoir, tu vas être gêné d'être à côté de quelqu'un qui se fait contrôler son identité. Il y a un aspect vexatoire. Pourquoi lui il se fait contrôler ? Il présente mal, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On a quelque chose qui est assez discriminatoire comme ça. Oui ? Qu'est-ce qu'on pourrait avancer comme argument quand on se retrouve face à un contrôle ? En l'état du droit possible. Mais rien. On doit obtempérer et attendre. Mais attendez, il y a une petite solution. Première civile, je vous ai dit, elle est goulée. Je la garde un petit peu. 9 novembre 2016 et tout. Elle va venir, etc. Là, dans les médias, on ne peut rien faire. Récépissé, on donnerait un document à la personne. La seule chose, c'est que la politique du récépissé a été pratiquée dans une localité anglaise ainsi que dans une province espagnole. Ça s'appliquerait peu à la France. Pourquoi ? Parce que dans l'un des deux endroits, ce qui se passait, et là, quand on a caricaturé complètement cette mesure, on a dit quoi ? Oui, mais imaginez un délinquant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se débrouiller pour se faire contrôler de son identité 3 fois, puis il va commettre une infraction en se disant, tiens, on ne peut pas contrôler mon identité à nouveau. C'est ridicule comme aspect. Il suffisait d'abandonner cette deuxième partie-là, et puis quand même, pour se faire contrôler son identité 3 fois la même journée, faut vraiment s'accrocher. Il faut aller traîner devant les ministères, il faut adopter une attitude assez particulière, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, cette politique du récépissé permettrait, d'avoir des statistiques. Parce que là, vous voyez bien que vous n'êtes pas représentatif. 0 contrôle d'identité dans cette salle. D'avoir des statistiques. Deuxième élément, surtout, d'imposer la motivation. De dire, voici quelle est la motivation. Parce que, alors, c'est des chiffres avancés par une commission, la Commission nationale consultative, je vous ai dit, des droits de l'homme, dont j'ai publié l'avis. Là, dans les chiffres, dans l'extrême majorité des cas, 90% des cas à peu près, un contrôle d'identité ne débouche pas sur une procédure. Donc, que peut obtenir celui qui a été contrôlé ? Il y a une idée, quand même chez lui, de harcèlement par les autorités, alors qu'il n'a rien fait. C'est pourquoi, un jour, des justiciables se sont décidés à agir devant les juridictions. Et là, c'est cet arrêt de la première civile du 9 novembre 2016. Et il est magnifique. Parce que, alors pas en raison de ce que les médias en ont retenu. Les médias en ont retenu uniquement le fait que lorsque on a un contrôle discriminatoire, on peut être indemnisé au titre du fonctionnement défectueux de la justice. Fonctionnement défectueux de la justice, on agit en responsabilité contre l'État et on obtient une indemnisation de son préjudice. On fait condamner l'État. C'est bien, c'est beau. En réalité, là où c'est très intéressant, c'est par rapport au système de preuve utilisé. Alors, au système de preuve, je vais rentrer dans la technicité de ce système de preuve et vous allez voir que ça va être vraiment un voyage assez surprenant. Au pénal, il y a la présomption d'innocence qui joue. C'est-à-dire que concrètement, au pénal, on ne peut pas présumer qu'une infraction a eu lieu. Il faut une condamnation définitive. Alors ne me regardez pas comme ça, parce que oui, je sais ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Nordal Lelandais est considéré comme innocent au regard du droit, oui, il est présumé innocent,
Nicolas Sarkozy aussi, il est innocent. Au regard du droit, la présomption d'innocence, c'est ça. Une fois qu'une juridiction a condamné définitivement, en revanche, là, on peut parler de quelqu'un qui est coupable. Avant, non. La pratique a créé, en matière de harcèlement sexuel et de discrimination, la pratique a créé des présomptions différentes. Le Conseil constitutionnel s'est penché dessus, 12 janvier 2002, et a cantonné ces présomptions, au départ, au droit du travail. Pourquoi ? Parce qu'en matière et de harcèlement sexuel et de discrimination, c'est extrêmement difficile à prouver. C'est extrêmement difficile à prouver parce que vous allez avoir de façon systématique des considérations. Il est difficile d'aller sonder une personne pour savoir si cette personne est ou non raciste. Et ça donne lieu systématiquement à des débats qui sont des débats qui ne débouchent sur rien. Donc alors on a créé un adminicule, c'est-à-dire une preuve. Lorsque un individu a des raisons objectives qui laissent à penser qu'elle fait l'objet d'une pratique discriminatoire, et là on inverse la charge de la preuve. Il appartient à l'employeur de prouver que la pratique n'est pas discriminatoire. Voilà, très bien. Par exemple, j'ai une structure. Dans ma structure, Mathieu travaille à mes côtés dans un grand bureau avec une magnifique vue sur la tour Eiffel, une belle baie vitrée, je ne sais pas, quelque chose de magnifique, secrétaire particulière, etc. Raphaël, qui occupe exactement les mêmes fonctions, lui, travaille dans un bureau qui est à côté des toilettes. Toutes les personnes qui vont aux toilettes doivent passer dans son bureau, et il est au sous-sol, aucune vue sur rien, à proprement parler, et son bureau ne sent pas très bon, il faut dire les choses comme elles sont. Et il est ultra moche. Ils ont la même position. Raphaël va faire quoi ? Il va dire « je n'ai pas le même traitement que Mathieu ». C'est une pratique discriminatoire. Il m'appartiendra de prouver que non, pas du tout. C'est très bien, que de voir Raphaël au sous-sol, ça motive les troupes, ça leur fait plaisir, et que Mathieu, au contraire, a besoin de voir le soleil, il s'épanouit de cette façon-là. Il faudrait que j'arrive à trouver des éléments objectifs pour me justifier. On a inversé la charge de la preuve, mais au départ, il y a quelque chose. Le Conseil constitutionnel, à juste titre, a dit que ça ne peut pas s'appliquer au pénal. Au pénal, on ne peut pas, d'office, présumer. Il faudra prouver la culpabilité. C'est utile en droit social parce que ça va permettre justement de prendre un certain nombre de sanctions. C'est utile au social parce que justement vous allez pouvoir prendre des mesures lorsqu'une personne vient vous dire « je crois être victime de harcèlement sexuel » ou de discrimination, sans avoir à attendre l'issue d'un procès pénal plusieurs années. Première chambre civile, 9 novembre 2016, on applique ce système de présomption. Lorsqu'il existe des raisons objectives qui laissent à penser que le contrôle est discriminatoire, il appartient à l'État de prouver qu'il ne l'était pas. C'est intéressant. On a changé la façon de prouver les choses. Pourquoi ? Vous pensez vraiment qu'on va trouver un seul procès-verbal qui dit « bon alors, lui, il a une tête qui ne me revient pas, donc je vais contrôler son identité ». Non. Les procès-verbaux de contrôle d'identité sont relativement bien ficelés, équipés. Donc du coup, ce à quoi ça conduit, c'est véritablement toute une discussion. D'accord. C'est toute une discussion qui a trait justement à la preuve en matière de contrôle d'identité. Il existe par rapport au contrôle d'identité, comme dans toutes les pièces de procédure, donc là on voit sur l'aspect pénal, une forme de présomption de régularité. Mais à l'inverse, quand on agit en responsabilité contre l'État, là, cette présomption n'existe plus de régularité. Voilà, un petit peu le mode de balancement par rapport au contrôle et vérification d'identité et justement la façon dont ces contrôles sont pratiqués quotidiennement. Est-ce que vous avez déjà des questions de ce point de vue-là ? Oui, jeune homme. Au sujet du récépissé, lorsque on en parlait quand François Hollande est arrivé au pouvoir,
il était question aussi de remettre une sorte de matricule pour l'agent. Ah oui, on va y venir. Oui, oui, oui. Alors, il y a eu tout un projet global qui a été véhiculé en la matière, qui a débouché sur un arrêté. Donc le projet global, c'était de modifier, supprimer 78-2 et de faire finalement une disposition où vous avez un contrôle d'identité qui est possible, toute personne doit justifier de son identité, un principe, vous donnez un récépissé à la personne indiquant les motifs objectifs qui ont conduit à son contrôle. Motif objectif, vous êtes à 4 km d'une frontière, motif objectif, eh bien, vous avez quand même les yeux tout rouges, donc du coup, on suspecte la consommation de stupéfiants. Mobile objectif, vous avez le dos d'une vieille dans la main, ça nous paraît quand même un petit peu bizarre de faire des choses pareilles. On a quelque chose d'objectif, concret. Bon, très bien. Il y avait ça. Finalement, on s'est dit, bon, c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment par rapport à votre rendez-vous, le contrôle d'identité peut conduire à un certain nombre, on va dire, de mesures. C'est, comment on va dire, ça peut être considéré comme étant dégradant. Alors, ce que l'on veut, c'est, on a voulu renforcer un petit peu la possibilité d'un contrôle. C'est-à-dire que l'agent qui contrôle, comme ça ne débouche pas systématiquement sur une procédure, il faut que celui qui est contrôlé puisse l'identifier facilement. Pourquoi ? Parce que sinon, ce serait difficile. Imaginez-vous dans une situation suivante, vous êtes à Bobigny, vous vous faites justement contrôler votre identité par quelqu'un, bon, vous vous dites c'est discriminatoire, vous allez au commissariat et vous dites j'ai été contrôlé par quelqu'un qui, je ne sais pas, et je pense que le contrôle est discriminatoire. D'accord, mais il faut établir qui a contrôlé concrètement. Donc on a imposé le rétablissement d'un numéro de matricule. Deuxième élément qui a été imposé, et là attention, vous allez voir, ça y est, vous allez penser que la solution a été trouvée, vous êtes très content. C'est quoi ? On ne tutoie plus lors d'un contrôle d'identité. Parce que le vouvoiement est une marque de respect. C'est beau. D'un projet global intéressant, on aboutit à des mesures gadgets. Gadgets, est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut obtenir... Imaginez, mais quand même, un justiciable qui va venir, qui va dire, alors moi, lors d'un contrôle d'identité, vous faites vraiment pinailleur, moi, lors d'un contrôle d'identité, je sens que ça a tiqué un petit peu parce que, voilà, j'ai été tutoyé. On écoute. Ah, voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte la pauvreté des débats en la matière. C'est quand même quelque chose qui est absolument stupide ici. Bon. Oui ? C'est par rapport au contrôle d'identité qui ne sont pas forcément effectués par des OPJ, parce que finalement il y a tout un, avec notamment la mise en place des cas d'urgence, c'est la question de, je vous donne un cas par exemple pour illustrer ma question, des contrôleurs de la RATP oui. qui contrôlent une personne qui donne une identité, qui ne sort pas de papier, et donc ils lui mettent une amende. Ils veulent justifier de son identité. Oui. Et donc, si les policiers présentent, pas de souci pour éventuellement supplémenter en vérification d'identité. Mais dans le cas contraire, eux, ils n'ont pas le droit d'ouvrir son sac, par exemple, de fouiller, de prendre ses affaires. Et du coup, est-ce que. Parce qu'il y a pas mal de dérives en matière, pareil avec les vigiles. Maintenant qu'il y a des vigiles dans les centres commerciaux, je pense à plein d'endroits ou des choses comme ça. Et du coup, est-ce que si par exemple un vigile ou un contrôleur demande de justifier de son identité, est-ce qu'ils ont le droit de retenir la personne jusqu'à l'arrivée de la police, quand bien même la personne ne serait pas sur le point de commettre un délit, puisqu'on peut retenir une personne qui serait sur le point de commettre une infraction, mais s'il n'y a pas de sujet à penser dans un centre, pour justifier l'identité. Alors votre question elle est difficile pour une raison simple, parce que le Conseil constitutionnel a statué hier sur cette question-là. Donc il faudrait que je connaisse cette décision du Conseil constitutionnel. Je connais bien évidemment, ça va de soi. Là, l'idée générale, qu'est-ce qu'elle en est ? Je vous ai dit oui un peu rapidement en fait. Ce qui se passe, c'est que on fait aujourd'hui appel à des entités, on va dire de façon générale, on va parler comme le Conseil constitue, des entités privées pour assurer la sécurité. Et il y a un glissement terminologique. Alors ça, c'est quelque chose, c'est de la théorie. Après tout, on est au Panthéon, il faut faire un petit peu de théorie, on va faire un petit peu. Ça, c'est du nominalisme juridique, c'est magnifique. Le nominalisme juridique, c'est quoi ? Les mots ont en droit une importance. Il fut un temps,
du temps de ma jeunesse, où il y avait les contrôles d'identité très clairs, c'était les contrôles judiciaires d'identité, uniquement. Les vérifications d'identité, vérifications administratives, 78-2, alinéa 3. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Il n'y a plus vraiment de limite. Les contrôles judiciaires ont aussi une vertu préventive, les contrôles administratifs ont aussi une vertu. Et puis en plus de ça, durant la période de l'état d'urgence, on a justifié un certain nombre de pratiques. Et à côté de ça, les entités privées peuvent faire quoi? Non un contrôle ou une vérification d'identité, quelque chose qui n'a rien à voir, un relevé d'identité. C'est quoi la différence? La différence, c'est que ils vont pouvoir prendre l'identité. Alors, quand ils prennent l'identité, ils demandent à la personne quelle est votre identité. Il faut un justificatif d'identité. Ils prennent l'identité, mais s'ils ont un doute sur l'identité, eh bien, ils ne peuvent pas la contrôler. En fait, ils font appel à un OPJ. C'est exactement la même chose. Et puis, plus encore, on a glissé un petit peu. 78-2 contenait des dispositions, on n'a pas encore fait le régime, justement parce que je me gardais un élément. On a, à l'occasion des différentes réformes en matière de terrorisme, on n'a pas véritablement touché la substance, l'abstract même de 78-2. Non. On a créé derrière 78-3 de nouveaux articles. La fouille des sacs est possible. Le contrôle d'identité est possible, beaucoup plus rapidement, dans les lieux de transport. C'est effectif et c'est possible. Et c'est effectué très régulièrement en la matière. Et on le justifiait par de la sécurité. Alors c'est sûr, quand les lois en elles-mêmes ont été adoptées, on va dire qu'il n'y a personne pour les contester, ces lois-là. Sauf à l'occasion d'une QPC, quand elles sont entrées en vigueur. Et puis surtout l'argument qui revient très fréquemment, lorsqu'on demande à des personnes de commenter ce type de disposition législative, c'est de dire la chose suivante, qui est très sympathique, mais qui en même temps est assez angoissante, de dire, de toute façon, moi j'ai rien à me reprocher, hein, je peux fouiller votre sac, vous n'avez rien à vous reprocher. Ça vous dérange quand même un petit peu. Moi aussi ça me dérange un petit peu quand on fouille mon sac. Pourtant j'ai rien à me reprocher. Enfin rien. Rien de sérieux à me reprocher. Tous ces dispositifs-là, qui ont été créés pour lutter contre le terrorisme, permettent de lutter contre tout, pas le terrorisme. L'état d'urgence en lui-même, quand il a été créé, tous ces dispositifs-là, ils ont entraîné quoi? Un surcoût. Alors j'espère que personne n'est au courant de ces aspects-là, parce que ça signifierait que vous êtes drogué. Mais un surcoût de la drogue, notamment en Île-de-France. Pourquoi? Parce que ça a permis de lutter contre les stupéfiants, énormément. On justifie par le terrorisme, comme ça, de contrôler l'identité, de fouiller les sacs de véhicules. Qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve d'autre que des stupéfiants quand vous allez à la gare du Nord, où il y a les trains qui reviennent des Pays-Bas? On a démantelé comme ça un certain nombre de réseaux. Vous dites oui, très bien, c'est vrai, on fait respecter davantage la loi pénale, mais on a employé peut-être des moyens disproportionnés pour lutter contre un phénomène. Alors, je ne vais pas vous faire pleurer sur ces pauvres tétraplégiques qui ne peuvent plus fumer leur pétard tranquillement. Mais ce n'était pas l'objectif initial. Donc effectivement, on n'a pas créé des contrôles d'identité par des entités privées, on a créé ces relevés d'identité. Ça revient exactement au même au final. Et surtout, plus encore, et ça, quand on parle de liberté, c'est totalement liberticide, il y a un point sur lequel j'attire particulièrement votre attention. En tant que juriste, si je fais ici le tour de tous les juristes présents, si j'évoque cet aspect-là, et en plus de ça, je dois vous avouer que j'aimerais bien intervenir sur cette question-là, au sein de la clinique juridique notamment, mais je ne suis pas compétent là-dessus. Il y a un code dont tout le monde se fout et qui contient de nombreuses dispositions. Alors le code de la sécurité intérieure, il contient de nombreuses dispositions qui vont permettre justement de porter atteinte aux libertés et droits individuels. Pourtant, on n'a en la matière aucune disposition spécifique qui va permettre de l'aspect préventif. Le code de la sécurité intérieure, il tend aujourd'hui à devenir une succursale du code de procédure pénale. Pourquoi? Parce que même s'il est tout pourri, ce code de procédure pénale, au moins tous les paragraphes, il va y avoir une apparition soit du principe du contradictoire, soit de la présomption d'innocence, soit encore d'autres libertés et droits fondamentaux qui viennent encadrer. On va y venir quand on traitera justement du régime des contrôles d'identité. On a en la matière, et c'est suffisamment rare, une nullité textuelle qui permet d'asseoir
la légitimité du contrôle d'identité, au moins. Mais dans le Code de la sécurité intérieure, on a de nombreuses dispositions qui sont par trop attentatoires aux libertés, sans aucune garantie procédurale. Parce qu'on n'est pas sous l'autorité d'un juge. J'espère avoir répondu à votre question, hein. Pas de façon très optimiste, c'est certain, mais... Alors, ce que l'on pouvait envisager aussi, c'était justement de traiter de ce régime. Ce régime, c'est d'évoquer l'article 78.3 du Code de procédure pénale. Bon. 78.3 contient des dispositions qui sont assez classiques, intéressantes. Comme je vous disais d'abord, cette idée de nullité textuelle qui est assez rare en matière de procédure. Si l'on a une des dispositions de 78.2 qui a été méconnue, on va obtenir une nullité de l'acte en lui-même. Si on combine cette nullité de l'acte en lui-même avec la possibilité d'agir contre l'État pour fonctionnement d'effectuer de la justice, on se dit qu'on a un véritable contrôle juridictionnel qui existe. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce point-là, il pourrait être développé à l'occasion d'une question, mais sinon, c'est assez intéressant. L'autre élément, c'est en dehors de Mayotte où c'est 8 heures, pour justifier de son identité, un individu peut être gardé jusqu'à 4 heures. Et il va justifier de son identité par tout moyen, et si on n'y arrive pas au bout des 4 heures, il y a un relevé des empreintes qui va permettre justement de justifier son identité pour déboucher, le cas échéant, sur une autre procédure. Sauf qu'à nouveau, à l'occasion d'une des lois en la matière, eh bien, il y a un dispositif spécifique, on ne sait pas où le ranger, en matière de terrorisme. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce dispositif? Oui? C'est si on contrôle l'identité d'un individu et on est persuadé qu'il va y avoir une action terroriste et qu'on a des raisons plausibles que cette personne est impliquée, on peut la conserver à disposition de la police pendant 8 heures. 8. Alors, vous voulez que je vous présente quoi? L'aspect positif ou l'aspect plutôt négatif? Pour commencer. Positif? Positif, très bien. Si on présente l'aspect positif, positivement, ça signifie quoi? Que on ne peut pas lui poser la moindre question. 8 heures sans poser de question à quelqu'un. Côté négatif, il n'a aucun droit spécifique. Alors, là, on a un dispositif qui est sécuritaire, on contrôle l'identité d'une personne. On est face à une personne qui n'a, par définition, rien à se reprocher. C'est-à-dire, le contrôle d'identité aboutit sur quoi? Sur le fait de dire, oui, il a une identité, très bien. J'ai aucune trace d'infraction et je n'ai aucune raison de passer vers autre chose. Mais l'on sait, comme on sait, ce n'est pas indiqué, qu'il y a un risque terroriste. Alors l'individu en question, je peux le conserver pendant 8 heures. Il n'y a pas de contrôle du risque. L'individu, je le conserve pendant 8 heures. Quand je vous disais qu'un contrôle d'identité, c'était susceptible quand même d'être liberticide, là, c'est au-delà de liberticide. Vous allez dire, oui, mais on ne va pas faire ça n'importe comment. Quelle personne, à votre avis, on va garder? Ceux qui ont un aspect terroriste. Les fichiers S, moi je dirais direct. Je pense que là, vous touchez à quelque chose qui était, comme présidentielle, vous étiez heureux pendant cette période-là? Non, j'étais déçu. Laquelle, 2017 ou... Là, la dernière, là. Non, déçu. Justement, sur cette question-là, en matière de terrorisme, on est quand même dans une dynamique où vous avez un contrôle qui se fait et où on va procéder systématiquement quand vous avez une action terroriste, c'est-à-dire voilà, le terroriste, il était fiché S, avec les mêmes débats qui ont eu lieu, qui donnent lieu à des mêmes propositions et ainsi de suite. Ce matin, on a quand même un ministre de la République qui a proposé la création d'un délit de récupération politique. Bon, c'est vous dire où on en est. C'est-à-dire, on a une action terroriste. On fustige le terroriste en question en disant « oui, mais il était fiché S ». Et qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? En fait, ce qui se passe, c'est que sur la base de renseignements, aujourd'hui, on peut, en France, prendre un individu, s'il est fiché S, faire en sorte que cet individu, on le conserve pendant 8 heures. Alors qu'on n'a rien contre lui. On ne sait même pas s'il est impliqué, on ne sait même pas si quelque chose va avoir lieu. On a créé, pour la pratique des instruments qui
dans une utilisation, on va dire, légitime, sont des instruments particulièrement utiles, pragmatiquement utiles, mais imaginez au service... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça sans vous choquer? Parce que quand même, vous êtes fragile. Au service d'une pratique discriminatoire, ce que ça pourrait donner. Imaginez, je prends cette disposition du Code de procédure pénale, je regarde certains d'entre vous, et je leur dis, de toute façon, il y a un risque terroriste en ce moment. Bon, allez, je ne vous adresse pas la parole, mais pendant 8 heures, je vous conserve dans un commissariat. Pour voir. Ça va être gênant quand même. Voilà un petit peu à quoi on peut parvenir. Elias, il faut que vous signiez le petit papier là. Vous inquiétez les gens. Très belle rentrée, hein, Elias. De Mahamat Souleiman, il demande si l'OPJ procède au contrôle d'identité et constate que la personne est en situation irrégulière, est-ce que le contrôle doit basculer en un contrôle administratif? Non, ce qui va se passer dans cette hypothèse-là, pas nécessairement. Donc la personne ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. On va pouvoir basculer sur une rétention administrative immédiatement, sans avoir à basculer sur un contrôle administratif. On ne change pas la nature du contrôle. On va avoir une rétention. Une rétention, après, on va suivre le code de l'entrée et séjour des étrangers, du droit d'asile. Voilà, on débouche là, dans ce cas-là, sur une autre procédure, sans difficulté. On n'a pas de nécessité de changer la nature du contrôle. Et même si au départ, votre contrôle se fonde simplement sur un contrôle administratif, on va avoir sans aucune difficulté aussi la possibilité de pratiquer une garde à vue ou encore de procéder à, je ne sais pas moi, une comparution immédiate par la suite. Tout ceci est parfaitement possible. Oui. J'ai une question concernant le fait qu'il soit possible aujourd'hui de pratiquer des vérifications d'identité, mais à l'extérieur des commissariats, donc par le biais en fait, d'un OPJ qui est lui-même a une caméra derrière lequel il y a un procureur qui doit lui vérifier l'identité, donc de ne pas passer par le contrôle d'identité, mais directement par la vérification d'identité. Et donc ma question, c'est l'utilisation de ces images-là, puisqu'en fait, lors d'une vérification d'identité, il n'y a pas le relevé systématique des empreintes et des photos, de la photo de la personne qui peut être vue comme une atteinte à la liberté, et du coup qui est d'ailleurs une infraction, mais qu'on peut refuser aussi. Donc là, on n'a pas cette possibilité devant la caméra. Donc en fait, ça tombe sous le coup de quelle législation ça, et est-ce qu'on a la possibilité, par exemple, de dire non, je ne veux pas être filmé, ou pourquoi j'ai une vérification d'identité avant le contrôle, enfin, comment ça peut être fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un glissement, pour avoir assisté à des choses comme ça, entre les deux. Il y a un problème, quelque chose qui est certain, il y a un problème avec les fichiers de police délicates. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont fichées alors qu'elles ne devraient pas nécessairement l'être, et vous avez un encadrement de ce point de vue-là. L'encadrement textuel, c'est l'encadrement suivant. C'est-à-dire que sur cette possibilité-là de relever l'identité antérieure, vous avez un avis de la CNIL qui a été rendu et qui, justement, pose un certain nombre de garanties. Je n'ai pas la date exacte, la référence exacte de cet avis, mais vous avez un certain nombre de garanties par rapport à la conservation des images. Peuvent-elles être conservées? Doivent-elles être conservées? Ainsi de suite. Normalement, il n'y a pas de conservation. C'est-à-dire, c'est sur l'instant. Il n'y a pas de conservation parce que ce n'est pas prévu par le code. Donc, vous avez un dispositif de ce point de vue-là qui se veut être, comment on va dire que ce n'est pas un relevé d'identité, que c'est une vérification. Mais une nouvelle fois, on est dans la sémantique et dans la discussion. C'est simplement pour faciliter les choses qu'on les a dématérialisées. Et non pas une modalité de contrôle spécifique. Ouais. On joue un peu avec les mots pour y parvenir. C'est vraiment l'aspect délicat. Une fois qu'on a envisagé de cette façon-là l'intégralité du droit positif, les questions qui peuvent se poser sont des questions qui sont assez, prospectives. C'est-à-dire le point de s'interroger. Là, on a vu le droit positif tel qu'éclairé par les dispositions du Conseil constitutionnel. On relève quand même un grand manque en la matière. Ce grand manque, c'est quoi? C'est l'absence d'influence, si ce n'est cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qu'on a évoquée du 22 juin 2010, l'absence totale de dispositions spécifiques harmonisant les choses au niveau européen. Et ça, on va y venir. Il y a deux axes ici à développer.
Et puis, par la suite, bien évidemment, évoquer, mais ça c'est davantage avec vous, évoquer aussi l'idée que l'on pourrait quand même assez facilement réformer la matière et surtout la rendre garante des droits et libertés. Bon. Alors, quand on cherche d'abord à s'interroger sur le point de savoir, non pas pourquoi, mais si une intervention du droit de l'Union européenne, sous l'égide de l'effet utile, est-ce qu'il y a une utilité à avoir une harmonisation européenne en la matière? Elle est totalement évidente, cette utilité. Elle est évidente pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, à tort ou à raison, les contrôles et vérifications d'identité sont considérés comme étant des instruments de prévention et de répression de la criminalité transnationale, notamment. On voit bien les contrôles Schengen. On voit bien aussi le contrôle d'extranéité. Là, on est vraiment dans une dynamique où une harmonisation européenne, non pas est souhaitable, mais serait particulièrement utile en la matière. Quand on a ce type de contrôle, pourtant, on n'a pas d'instrument contraignant qui a été adopté sur le fondement du troisième pilier. Le troisième pilier qui permet à l'Union européenne d'adopter dans le domaine de la justice et des affaires intérieures des textes contraignants pour parvenir à une harmonisation. Dans l'immédiat, le droit de l'Union européenne s'est un tout petit peu mêlé de la garde à vue, un tout petit peu, peut-être maladroitement, mais peu importe, développe en matière de contradictoire un certain nombre d'éléments, mais sur contrôle et vérification d'identité, non. Il n'y a rien. Comme instrument contraignant, j'entends. Des déclarations d'intention en parlant des discriminations, il y en a plein. Mais sinon, il n'y a pas d'instrument contraignant. Comment est-ce que vous justifiez ça? Je sais que certains suivent justement un cursus de droit européen. Comment est-ce que vous justifiez qu'il n'y ait pas d'instrument contraignant à l'heure actuelle? Qu'on n'ait même pas envisagé d'harmoniser les choses? Parce que quand on réfléchit bien, même pas bien, quand on réfléchit un tout petit peu, 2 petites secondes, on se dit, s'il y a un étranger en France, en situation irrégulière, comment est-ce qu'il est arrivé en France? Peut-être par un État étranger, peut-être aussi par un État européen. Quand, pour prendre les éléments les plus dramatiques en la matière, quand on a eu des vagues de terrorisme particulièrement marquantes, pas la toute dernière vague de terrorisme il y a quelques jours, mais quand on a eu des vagues de terrorisme un petit peu plus anciennes, dans ces différentes vagues de terrorisme, il y avait systématiquement un élément d'extranéité qui consistait, en fait, c'est assez simple. Vous avez des individus, ils sont fichés S et ils sont justement, il y a une surveillance effective qui s'effectue sur eux. Ils sont surveillés en France, ils vont faire un petit tour en Belgique, donc ils ne peuvent plus être surveillés par les autorités françaises puisqu'ils sont en Belgique. Ils s'achètent un portable jetable et ils reviennent en France. Et le temps que la surveillance se remette en place, il faut quelques jours. C'est logique. Durant ces quelques jours, ils mettent leur projet criminel à exécution. Là, il y aurait de quoi faire justement une harmonisation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'harmonisation ici? Oui. Je ne sais pas, mais moi je pense à 2 choses. La première, c'est le fait qu'il y a une concurrence entre les agences de renseignement qui existent, même s'il y a une plus grande coopération aujourd'hui à travers Interpol. Et la deuxième chose, ce qui peut expliquer des problèmes de communication, et la deuxième chose, c'est le fait que l'Union européenne, au même titre que par exemple elle laisse à chaque État le soin d'avoir son armée, la question de la sécurité intérieure et de la manière dont l'État justifie cette sécurité, c'est le domaine de leur souveraineté. Mais combien d'actes terroristes auraient pu être minimisés grâce à une harmonisation européenne? On peut avoir 2 tendances par rapport au terrorisme, mais dans les 2 tendances, franchement, la France s'est mal barrée. Première tendance, de se dire, voilà, le réflexe protectionniste, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les contrôles Schengen, ce qui est systématiquement fait après un acte terroriste. On met des barrières partout, des frontières, on bloque tout le monde aux frontières, on contrôle l'identité de tout le monde, bim, il n'y aura plus de terrorisme. Non, mais souriez pas, c'est quand même un parti majeur en France qui préconise ça comme idée. C'est stupide. Parce que matériellement, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est pour des raisons géographiques. Au-delà même d'être dogmatique, c'est pour des raisons géographiques. Chaque fois que la France a voulu se replier sur elle-même,
On peut penser, alors bien évidemment, aujourd'hui ça parle à personne, mais de la ligne Maginot à un moment donné, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la France a dit par rapport à l'Allemagne, alors nous, on ne peut pas être attaqué par les Ardennes, pourquoi? Il y a la forêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont déraciné des arbres pour passer, avec des tanks. Super. Ils ont coupé les lignes françaises. La France a capitulé, je ne sais pas en combien de jours, mais en tout cas c'était vraiment très réduit. Ce même réflexe, il ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire on n'a pas les moyens de mettre à chaque frontière des policiers. Mais n'a-t-on pas les moyens à l'échelon européen de rendre des frontières étanches ou en tout cas sécurisées? Ben si, ça semble possible, mais il faudrait se faire confiance. Alors, le premier acte jalon qui a été posé, on n'est pas loin de notre problématique, c'est le PNR, Passenger Name Record, c'est-à-dire de faire un registre avec les gens qui voyagent, et justement pour savoir, ça va nous permettre ici de faciliter les contrôles et vérifications aux frontières. C'est mis en place quand, ça vous le savez? 2017, c'est la loi dont je vous parlais, du 30 octobre 2017. Bon, c'est un peu tardif quand même. Est-ce que ça aide dans la prévention, etc.? Oui, certainement. Le problème, c'est que les effets, on les verra dans plusieurs années. Ce réflexe-là protectionniste, c'est un réflexe qu'on a tous, finalement, quand on est frappé, d'essayer de se replier sur soi-même. Mais en fait, c'est en cédant... il faut que les pays eux-mêmes travaillent de pair pour parvenir justement à une harmonisation, que c'est une harmonisation qui va être utile en la matière, et dresser comme ça des garde-fous. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui fonctionnent à l'étranger. Moi, je voulais vous poser des questions sur le droit italien, par exemple, monsieur. Il y a des aspects qui fonctionnent à l'étranger où on n'a pas ce même type d'accusation. Est-ce que vous avez la même problématique sur les contrôles d'identité en Italie? Ouais. Ça peut être intéressant de voir ça. Je sais que dans d'autres pays, l'Italie, je ne sais pas du tout, mais dans d'autres pays, il n'y a pas ce même type de problématique. Que par exemple, en Angleterre, pendant très longtemps, le contrôle d'identité n'était pas possible. La notion de carte d'identité n'existant pas. Est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est pas préférable? Est-ce que pour autant, on a en la matière, justement, des contrôles qui vont avoir lieu de façon arbitraire, systématique? C'est une question, ça. Donc, premier aspect, le droit de l'Union européenne. Le deuxième aspect maintenant, ça va être le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, là, on est face à des dispositifs qui sont des dispositifs particuliers. Bon. On a nos contrôles et vérifications d'identité. Je vous assène une vérité ici, qui est ma vérité que je partage avec vous, qui consiste à vous dire, le contrôle au faciès, c'est possible. Simplement, ça va être difficile à prouver. Et la Cour de cassation, pour une fois, rendu une décision qui est une décision quand même qui est ultra légem pour le moins, dans cet arrêt du 9 novembre 2016, la première chambre civile, permet une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que concrètement, on a dans ce dispositif-là la possibilité, dès lors que l'on dit voilà, il s'agit d'un contrôle qui repose sur une pratique discriminatoire, on a par la suite la nécessité pour les autorités de se justifier du caractère non discriminatoire du contrôle. Bon. Ceci étant établi, une fois qu'on a cet arrêt, il reste à traiter de la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on va tâtonner, parce qu'il n'y a rien. Alors, on peut avoir deux tendances, toujours quand il n'y a rien. Première tendance, il n'y a aucune décision de la CEDH sur cette question-là, précisément, des contrôles et vérifications d'identité, parce que il n'y a pas de problème. Bon. Je ne croyais pas trop, c'est ça? Non. Bon. Monsieur n'y croit pas trop, moi non plus. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme difficulté? La Convention elle-même pose le principe de non-discrimination. Ilias, c'est quel article? Non-discrimination. 13, très bien. 13, c'est tout à fait ça. L'article 13 prévoit justement le principe de non-discrimination. Ce principe de non-discrimination, c'est un principe de non-discrimination quand on creuse toutes les décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme au cours des dernières années. Ce que l'on constate, c'est que la Cour, elle a adopté une position qui est une position de plus en plus pragmatique en la matière. Initialement, le principe de non-discrimination, c'était une non-discrimination
en droit. Une non-discrimination en droit, c'est-à-dire des personnes qui sont placées dans une situation juridique non pas équivalente, mais égale, quand elles sont dans la même situation juridique, elles doivent avoir le même traitement juridique. Égalité des droits, qui est préconisée. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, elle a affiné sa jurisprudence. Déjà, le point de départ, c'est quoi? Très tôt, c'est déjà dans l'arrêt Sunday Times contre le Royaume-Uni, du 26 avril 1979, elle va dire la Convention européenne des droits de l'homme est un instrument vivant à interpréter, Ilias, regarde, à la lumière du droit étatique. T'aimes bien? C'est une marge de manœuvre. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Mais la Convention, ses dispositions peuvent évoluer de cette façon-là. Et donc on va avoir non seulement une égalité de droit qui est préconisée, mais aussi une égalité de fait. Le droit français n'établit pas l'existence de pratiques discriminatoires. Mais, dans un cas concret, dont serait saisie la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est le cas, dans plusieurs des affaires qui ont donné lieu à cette décision du 9 novembre 2016, dans plusieurs de ces affaires, on va y revenir, eh bien, il y a eu une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on va y revenir, la raison pour laquelle la Chambre civile a peut-être statué de cette façon-là. Donc, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on va avoir, dès lors qu'il y a une pratique discriminatoire, une décision qui viendrait à condamner la France. Ça ne serait pas un arrêt pilote, ce serait une décision qui condamnerait la France au cas par cas. Comment la Cour procéderait-elle? Elle invoquerait l'article 13 de la Convention, elle appliquerait l'article 13 en indiquant que le principe de non-discrimination s'entend d'un principe de non-discrimination non seulement en droit, là il n'y a pas de difficulté au regard du droit français, mais également en fait, et que la personne en question, le requérant, a été placé dans une situation inégalitaire et qu'il s'agit d'un contrôle discriminatoire sur tel ou tel fondement. La Cour européenne est déjà saisie d'un certain nombre d'éléments, elle n'a pas encore statué. Elle n'a pas encore statué, c'est très certainement en raison même de la teneur de cet arrêt de la première chambre civile du 9 novembre 2016. C'est la 4e fois que je l'évoque. Vous avez eu le même jour une série d'arrêts. Avant ces arrêts, vous avez eu des décisions de cour d'appel, dans le même sens. Vous avez eu les médias qui s'en sont emparés. Et la décision, je vous ai présenté dans un premier temps en disant le courage de la Cour de cassation, dans un deuxième temps en vous disant une décision ultra-légale. Ce qu'en réalité je suis en train de vous dire, c'est que cette décision ne se fonde sur rien juridiquement. Cette décision retient la responsabilité de l'État sur le fondement du Code de l'organisation judiciaire en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ça, c'est le fondement. Ensuite, une fois qu'il y a ce fondement-là qui est évoqué, le deuxième aspect de la décision, c'est du droit prétorien. C'est justement ce que la Cour de cassation n'est pas censée pouvoir faire. Enfin, n'est pas censée pouvoir faire. Parce que la Cour de cassation ici, elle a repris cette technique de preuve, qui est une technique de preuve qui avait été instaurée par la loi, donc la loi du 12 janvier 2002, qui est devenue la loi du 17 janvier 2002, la loi de modernisation sociale. Et cette loi avait fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002. Dans cette décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel avait dit oui, il peut exister des formes de présomption pour établir la preuve. Là, c'était en matière de harcèlement. Ça peut être le cas aussi en matière de discrimination, mais à plusieurs conditions. Première condition, pas en droit pénal. Alors, là, Mathieu, t'énerve pas. Là, on n'est justement pas en droit pénal. On établit la responsabilité de l'État, mais c'est une responsabilité de l'État
Il n'y a pas de responsabilité pénale de l'État, donc c'est une responsabilité civile de l'État. Donc ne t'énerve pas, ça va, ça se passe bien. Deuxième élément qui est posé par la Cour de cassation, par le Conseil constitutionnel, c'est de dire de telles présomptions contreviennent aux règles habituelles relatives à la preuve, qui figurent. Alors là, je parle, il y a des civilistes parmi vous, un petit peu quand même, non? Article 9 du Code de procédure civile. Le droit au commerce dans les cas des personnes. Enfin, l'article 9 du Code civil prévoit ou dispose. Non, regarde. L'idée, c'est de savoir par rapport à la charge de la preuve, sur qui pèse sur la charge de la preuve, et ça pèse nécessairement sur le demandeur. Quiconque prétend à une prétention, alors charge pour lui de ramener la preuve. Merci. Donc voilà. On a le demandeur normalement qui doit apporter ça, et comme on est sur une exception à un principe qui est établi par la loi, cette exception ne peut résulter que de la loi. La Cour de cassation, quand elle statue de cette façon-là, se met à la place du législateur et contrevient directement aux dispositions de la décision du Conseil constitutionnel, et finalement sa décision elle-même ne tient pas. Mais en faisant cela, la Cour de cassation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye d'éviter à la France une condamnation qui serait assez infamante par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est du moins mon interprétation. Mais ça permet de cerner un petit peu quel est le nœud du problème. Et c'est assez étonnant que suite à cette condamnation, on n'est pas... Alors il y a des associations qui existent, qui ont été créées, qui œuvrent de ce point de vue-là, mais on n'est pas, suite à cette condamnation, véritablement d'analyse poussée en la matière pour parvenir à établir justement l'existence de pratiques discriminatoires en la matière. Comme je vous ai dit, on a fait ce petit sondage-là, au début. Ah bah tiens, Ilias, vous n'étiez pas là à ce moment-là. J'ai demandé aux personnes, dans l'année qui précédait, si elles avaient vu leur identité contrôlée. Non, je ne me fais jamais contrôler. Ça ne m'étonne pas. Et donc justement, quand on a cette absence de contrôle d'identité effective, eh bien, l'idée de façon générale, c'est qu'on a quand même tout un dispositif qui existe, et ce dispositif, il est quand même tout à fait liberticide. Pourquoi ? Parce que quand on prend les différents articles 78-2 et les différents alinéas et l'article L611-1 du CESEDA, on se rend compte quand même qu'il y a des redites entre ces différentes dispositions. Il n'y a pas d'utilité de tous ces articles. Il y a une spécificité par rapport aux collectivités d'outre-mer. Donc certes, ça peut justifier un des alinéas, mais le contrôle Schengen et les contrôles administratifs, ici, ça fait doublon, systématiquement. Les réquisitions du parquet qui permettent d'établir comme ça des contrôles d'identité partout, c'est quelque chose qui est assez dangereux aussi. Mais ça permet de multiplier les opérations coup de poing de ce point de vue-là. Et je ne l'ai pas davantage développé. Il y a encore d'autres dispositions qu'on pourrait relever, on ne l'a pas dit. C'est par exemple l'article 78-2-1 qui permet aux OPJ, alors là on est en matière normalement de prévention du travail dissimulé. 78-2-1 va permettre en matière de prévention du travail dissimulé de contrôler l'identité de toutes les personnes qui sont occupées dans un lieu pour vérifier si finalement ce n'est pas des étrangers en situation irrégulière le cas échéant. Donc on a quand même tout un dispositif qui est un dispositif extrêmement large concernant les contrôles et vérifications d'identité. Est-ce que vous avez d'autres questions précises ici ? Oui ? Pour cet article-là, c'est uniquement les étrangers ou non, toute personne occupée, ouais, en la matière. Mais du coup, si on découvre par la suite que c'est un étranger en situation irrégulière, on passe à l'article L611. Non, même pas. Tu passes directement aux dispositions du Code de l'entrée et séjour des étrangers, c'est-à-dire l'étranger en question, tu peux le mettre dans un centre de rétention en vue par la suite de le faire partir du territoire. Oui ? Sur la non-discrimination par la CEDH, l'article il doit
Oui. Alors là, justement, quel serait l'article à votre avis? Si une procédure est engagée, c'est assez simple, l'article évoqué, ça va être l'article 6 relativement au procès équitable. Mais si on n'a pas de procédure qui est engagée, droit à la vie privée, ce serait la combinaison 8 et 13. Droit à la vie privée et principe de non-discrimination. 14, oui. Pourquoi? C'est pas 13. 13, c'est quoi? C'est pas... Ah non, ça n'a rien à voir. 12, c'est mariage. Donc c'est 14 et 8. Donc les perspectives d'évolution. Alors les perspectives d'évolution, il y en a de très nombreuses en réalité. Et de ce point de vue-là, le mouvement associatif permet d'en retenir également plusieurs. Dans le document que j'ai inséré là, dans le cadre du workshop, vous trouvez les différentes propositions à la fin de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bon. Vous avez également, j'attire votre attention, je ne pouvais pas le mettre en entier, une nouvelle fois, le rapport du défenseur des droits du 16 octobre 2012 concernant la politique du récépissé, dont quelque part s'est inspiré le pouvoir réglementaire pour adopter l'arrêté qui a conduit à l'absence de tutoiement et également le numéro de matricule qui est rétabli en matière de contrôle et de vérification d'identité. Donc vous avez quand même des avancées, des possibilités qui peuvent exister. S'inspirer du droit étranger, c'est bien. Tendre vers une harmonisation, ce sera encore mieux à l'échelon européen, parce que c'est particulièrement utile, mais aussi et surtout aller dans le sens des préconisations, c'est-à-dire établir des statistiques qui seraient des statistiques fiables en la matière. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les recommandations qui sont faites, c'est l'établissement, alors je sais on le met à toutes les sauces ces aspects-là, mais l'établissement d'un livre blanc sur les contrôles d'identité. Livre blanc qui serait intégré pour partie au code de déontologie à l'égard de la police nationale, ça serait intéressant. Et ce livre blanc serait accessible pour tout justiciable, pour savoir exactement, en cas de contrôle d'identité, quels sont ses droits, ses devoirs. Parce que souvent, comme je vous l'ai dit, ça ne débouche pas sur une procédure. Et c'est là où, insidieusement, ça va être très difficile à contester un contrôle d'identité. Quand ça débouche sur une procédure, c'est quelque chose qui est assez favorable. Et justement, quand ça débouche sur une procédure, une nouvelle fois, le rôle de la Cour de cassation en la matière, la chambre criminelle, j'entends, c'est un rôle qui est quand même assez intéressant, puisque la Cour de cassation permet à toute personne intéressée d'agir en nullité, pas uniquement celui qui fait l'objet d'un contrôle d'identité. Donc quand ça débouche sur une procédure, ce qu'on peut dire, c'est que le contrôle juridictionnel tel que préconisé par le Conseil constitutionnel, là, il est concret, il est effectif, il est réel. Mais quand ça ne débouche pas sur une procédure, c'est là où on a des risques de pratiques discriminatoires. Oui. Et du coup, à ce propos, ça nous de savoir si c'est possible ou pas. Parce qu'on est face à une personne qui nous dit bon, moi, je me fais contrôler plusieurs fois, comme ça. Et du coup, qu'est-ce que nous, on peut donner comme conseil en tant que juriste pour avoir des preuves? Ça va énerver les policiers, ça, de les filmer, et ainsi de suite. Généralement, ça. Mais du coup, qu'est-ce qui est possible? Parce que c'est possible également de le faire. Oui. Vous pouvez filmer, c'est un acte, il a lieu publiquement ici. Bien évidemment, bon, c'est assez fréquent. On a vu dans le passé des contrôles d'identité. Le problème, toujours, de ce qu'on filme, c'est la façon dont on l'interprète. Concernant l'affaire Théo, parce que je pensais bien qu'il allait y avoir une question par rapport à Théo, concernant l'affaire Théo, c'est qu'à partir de mêmes images, on est quand même susceptible d'avoir d'un média à l'autre une interprétation totalement différente, et de la part de l'inspection des services, une interprétation encore une fois différente. Et là, on va voir comment les juridictions vont statuer au final, parce que on est vraiment dans des éléments où tout est filmé, et où parfois il y a des aspects qui sont des aspects assez tronqués dans les films qui sont produits. Je ne vais pas vous défendre là un aspect qui est un aspect sécuritaire, mais parfois on nommait le début du contrôle et on va vous balancer une vidéo à partir d'un moment. Et ce qui s'est passé au début du contrôle, en tout cas c'est du moins ce qui est établi relativement souvent par un certain nombre de policiers, c'est que vous avez un contrôle d'identité qui dégénère. Et on vous montre le moment où ça dégénère, mais on ne vous montre pas le tout début.
le contrôle d'identité qui est normal, simplement un policier qui est en train de contrôler l'identité d'une personne se retrouve encerclé, ou encore un policier se retrouve encerclé, et pour se défendre, pour affirmer son autorité, il se voit obligé de dégainer un acte, à savoir le contrôle d'identité. Et là, ça fait encore plus dégénérer la situation. On est justement sur des hypothèses qui sont assez délicates. Quand vous voyez ces images-là prises sur le fait, est-ce qu'on a l'intégralité du contrôle et est-ce qu'on a véritablement aussi une bonne orientation ? Je vous rappelle pour l'affaire Théo, le point de savoir et la qualification pénale susceptible d'être le cas échéant et même la volonté de le pénétrer avec la matraque résulte de l'interprétation d'un geste qui partait du coude. C'est-à-dire qu'il y a un zoom sur le coude pour essayer de déterminer s'il y avait une volonté d'aller de bas en haut, vers le bas, ou encore simplement de frapper. Voilà, à chaque fois, on est dans une question d'interprétation des différentes vidéos. C'est toujours à utiliser de façon délicate. La difficulté, je pense, essentiellement, c'est que des contrôles discriminatoires ont lieu, mais pas systématiquement. C'est-à-dire que concrètement, il y a certainement des policiers qui font des contrôles non discriminatoires, n'ont pas d'instruction en ce sens-là, que ça jette une suspicion de ce point de vue-là sur tout type de contrôle, suspicion qui va faire en sorte que lorsque l'on est contrôlé, on se sent humilié, et donc du coup, ça donne lieu à des révoltes. Dès lors qu'on se révolte, on bascule dans une autre dynamique, celle d'une infraction pénale qui est celle de rébellion. Et là, il va y avoir des conséquences pénales. Et c'est finalement un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme on n'a pas confiance dans la police parce qu'il serait susceptible d'avoir des contrôles discriminatoires, eh bien on va avoir une intervention qui est une intervention violente. La politique du récépissé, c'est pas quelque chose, mais au moins ça restaurerait une forme de confiance. Parce que quand vous avez un attroupement, le policier, au moment où il est en train de contrôler, oui, mais pourquoi vous êtes en train de contrôler ? Il produirait justement sa feuille en disant non mais regardez, j'ai un motif de contrôle, telle personne correspond, je ne sais pas, à tel signalement qui vient d'être fait par rapport à une personne agressée. Oui ? Mais quand on a invoqué le récépissé pour dire voilà, on aimerait bien avoir le motif du contrôle, d'un côté, on a les policiers représentés par les syndicats qui viennent dire ça prend du temps, mais le contrôle aussi prend du temps. Donc du coup, c'est pas un argument un peu... Non, ça prend du temps. Regarde, tu prends un petit formulaire mignon, tu vois, un formulaire administratif préimprimé, tu mets nom, prénom. Il suffit de cocher des cases après, c'est pas... Mais ouais, tu sais, un petit peu avec un... Comment ça s'appelle, les bidules là, rigides. Tu as un truc comme ça, là, tu as un paperboard. Tu prends ton truc comme ça, tu coches, tu mets le nom de la personne, t'expliques le motif de ton contrôle, voilà. Et une fois que ça se sera fait, ça permettrait de faire fin à ça. Et il y a une dernière difficulté par rapport à ça, mais ça elle est très difficile à aborder. Je ne sais même pas si c'est possible d'en parler de cette façon-là, mais les discriminations au départ, elles sont sociétales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que celui qui procède au contrôle, il appartient à la communauté française, on va dire. Et que s'il y a des préjugés dans la société, c'est normal que ces préjugés, finalement, vont se refléter dans le cadre des contrôles. Parce qu'il y a des préjugés. C'est peut-être pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Si, lors des différents sondages, je crois au moment des élections présidentielles, à un moment donné, on a demandé aux Français, sondage très intelligent, pourcentage de racistes. Qui se sent raciste ? Bon, dans cette salle, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont lever la main comme ça en disant « Ouais, chouette, moi je suis raciste, je revendique ça, etc. » de la façon... Non. Yes. Je suis sûr qu'il n'y a personne. Hein. Oui, voilà, très bien. Donc, personne ne va se revendiquer comme raciste, mais il y a quand même un pourcentage résiduel, je crois que c'est 25-30% de personnes qui se disent racistes. Très bien. Les policiers, dans le cadre de leur recrutement et dans le cadre de leurs préjugés, sont quand même susceptibles, eux aussi, d'avoir le même type de préjugés qui se retrouvent dans le reste de la population. Et donc, au moment où ils procèdent à un contrôle, d'avoir ce type de préjugés. Simplement ce type de préjugés, quand je vous dis un livre blanc, ça peut être assez intéressant, justement, de faire un document qui soit un document global, qui recense les jurisprudences, qui essaie de les interpréter et qui donne des directives générales. Je vous ai dit, dans l'État, il y a possible à faire. Les décisions sont contradictoires. Et ça, c'est choquant. Je m'attendais à ce que certains d'entre vous s'énervent, lancent leur trousse par terre, etc., en disant comment ça, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la vue d'un policier, on peut faire l'objet d'un contrôle. Cour d'appel de Douai, par contre, si tu cours à la vue d'un policier, c'est que t'as froid, quoi, tu vois. Bon, on n'a pas de justification comme ça. D'accord ?
Mais cette réforme-là, elle est simple à adopter. Hein. On balaye tout, on repart à zéro. Mais on ne fait pas des lois sécuritaires. Non, non, pas de loi sécuritaire, les gars, ça commence pas. Pourquoi on ne fait pas comme aux États-Unis, on met une caméra sur la voiture, comme ça, au moins. Parce qu'aux États-Unis, il y a peut-être parfois il y a des petits problèmes lors des arrestations, hein, notamment des problèmes raciaux. Donc, viens, on fait comme en Italie. Regarde, monsieur a l'air très tranquille. Donc, on peut de toute façon s'inspirer de droits étrangers, mais il faut faire assez attention à la façon dont on procède. Les États-Unis, je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple qui soit. Semble-t-il, hein, du moins. Voilà. Parce qu'ils aiment bien utiliser leurs armes à feu, les policiers. Alors, ils ont une très bonne autorité, mais quand tu tues quelqu'un à l'occasion d'un contrôle d'identité, peut-être est-ce excessif. Notamment quand il n'a rien du tout à se reprocher. Pour terminer, je raconte une petite anecdote justement aux États-Unis. Hein. C'était un moment donné, c'est un de mes amis qui est avocat par ailleurs, et il ne parle pas du tout anglais. Il était à New York en voyage, c'était il y a plusieurs années. Et il est black, et à un moment donné, il s'est perdu complètement. Et il voit une voiture de police derrière, et il avait super peur justement de la police, parce qu'ils rigolent pas, hein, les policiers. Ils arrivent, etc., et ils parlent. Et il baisse la fenêtre de l'épaule en disant « Non mais je comprends rien, je suis français ». Et le mec sort son arme. Donc pour être sûr de pas, il s'est jeté sur le sol directement comme ça. Il a poussé sa voiture jetée sur le sol en disant « à une French » comme ça. Donc voilà. Donc Ilias, les États-Unis, on n'est pas sûr. D'accord. Je vous remercie pour ce workshop. Je remercie la clinique juridique et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour nouvel épisode.